Merci d'être avec nous, Philippe Bonnecarrère, ce matin, d'être avec nous pendant cette première demi-heure. Vous êtes sénateur centriste du Tarn et on va parler des États généraux de la justice dans quelques instants. Mais d'abord, sur ces questions de justice, vous l'avez vu dans le journal, Éric Dupond-Moretti est donc renvoyé devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de conflit d'intérêts, accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des différends personnels. Il y aura un procès. Est-ce qu'il peut rester ministre dans ces conditions ? Il vous a répondu qu'il tenait sa légitimité de la confiance du président de la République et de la première ministre. J'aurais tendance à rajouter peut-être aussi un peu du Parlement. C'est sûr que la situation n'est pas simple, mais je crois que la question de la mise en cause de M. Dupond-Moretti est presque un peu secondaire par rapport à l'ensemble du sujet. Le vrai sujet, c'est la relation de défiance qui existe aujourd'hui entre le monde politique et la justice, et entre la justice et le politique. Dans une démocratie, ces deux pouvoirs doivent pouvoir fonctionner de manière fluide, de manière coordonnée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'en suis désolé pour l'état de notre démocratie et c'est, à mon avis, le vrai sujet, au-delà de la personnalité du garde des Sceaux. Oui, mais est-ce que cette personnalité, Éric Dupond-Moretti, n'accroît pas ce fossé entre le monde politique et le monde de la justice ? Alors, le garde des Sceaux répondra certainement que les critiques dont il fait l'objet ne sont pas justifiées, alors que jamais il n'y a eu une telle augmentation de moyens pour la justice. Mais est-ce que quand même ça peut entraver ce procès à venir devant la Cour de justice de la République ? Est-ce que ça peut entraver sa mission à lui de réparer la justice ? Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas la faciliter. Mais au-delà, encore une fois, de la personnalité d'Éric Dupond-Moretti, qui est une personnalité effectivement forte et clivante, il y a un ensemble d'éléments qui aujourd'hui font que la justice et le monde politique se regardent en chien de faïence. Dans une démocratie, c'est à mon sens le sujet qu'il faut traiter de manière prioritaire. Si je devais résumer les choses en une formule, il faut sortir d'une situation de duel entre le monde politique et le monde de la justice et aller vers une situation de dialogue. Ça ne peut pas continuer comme cela. Sur un autre sujet, Éric Dupond-Moretti a parlé d'une justice de droit privé. Après les affaires Quatennens et les affaires Bayou, il visait en cela les cellules qui sont mises en place au sein des partis pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Il dénonce un climat de délation que feraient régner certaines féministes. Vous êtes d'accord avec ça ? Là aussi, c'est un sujet, à mon avis, ni noir ni blanc. Il a raison techniquement quant au fait que la justice ne peut pas être rendue dans les médias, ne peut pas être rendue par des cellules dont on ne connaît ni la composition, ni le rôle, ni l'impartialité, ni l'obligation de réserve. Par contre, il est évident que la société française a pu historiquement tolérer des situations qui étaient inacceptables entre hommes et femmes et qu'aujourd'hui, il y a un désir de la société, qu'il y ait, je dirais, un assainissement des pratiques, des relations. C'est un mouvement puissant que je crois positif pour notre société. Par contre, je partage les réserves qu'il faut avoir sur des mécanismes de dénonciation. Il faut, comme en toute chose, raison de savoir regarder. Ça veut dire que les instances dépassent leur rôle ? Mais il y a un risque de justice politique et d'instrumentalisation politique de ce combat des violences sexuelles. On parle de cellules dont on ne connaît pas la composition, on ne connaît pas les compétences des gens, on ne sait pas dans quelles conditions de travail, on ne sait pas s'ils sont tenus à une obligation de réserve, encore moins d'indépendance ou d'impartialité. Je crois qu'il y a bien longtemps dans les associations, et je vais assurer dans les partis politiques, qu'il y a des logiques d'éthique et de comités d'éthique. Il ne faut pas en surestimer l'importance. Voilà. Alors on va parler des États généraux de la justice, puisque les sénateurs retrouvent le chemin de l'hémicycle cet après-midi, avec notamment au programme ce débat sur les États généraux de la justice. Pour en parler, Alex Poussard nous rejoint. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Philippe Bonnecarrère. Bonjour. Et Alex, il y a un an, Emmanuel Macron lançait donc une grande concertation des professionnels de la justice et des citoyens sur la situation de l'institution judiciaire. Alors, qu'est-ce qui ressort de ces États généraux de la justice ? Eh bien, ce qui ressort de cette concertation, ce sont les principaux défis auxquels doit faire face la justice française, une dégradation de l'institution judiciaire, une souffrance du personnel de la justice et une incompréhension des justiciables, avec une crise de la justice qui se traduit concrètement, d'abord par des délais de jugement de plus en plus longs. En moyenne, il faut 14
14 mois avant de rendre un jugement en première instance. Les conditions des audiences ne permettent pas toujours de rendre une décision de justice de qualité, avec notamment des audiences de nuit. Et puis, les conditions de détention dans les prisons sont également dénoncées, avec un surpeuplement, ce qui ne favorise pas la réinsertion et peut encourager la récidive. Et quelles sont les causes de cette crise de la justice? Eh bien, les causes identifiées par les acteurs de ces états généraux de la justice sont d'abord le manque de moyens permanents, la sous-dotation budgétaire de l'institution judiciaire, même si Emmanuel Macron a augmenté le budget de la justice dans le premier quinquennat et devrait le faire dans son second. Ensuite, la complexité du droit et des procédures qui ne favorisent pas le travail des juges, d'où l'allongement des délais. Et puis, il y a une multiplication des missions assignées à la justice. Par exemple, le procureur qui se voit de plus en plus confier un pouvoir de sanction autonome et s'éloigne de son rôle de direction d'enquête judiciaire. Et puis les précédentes réformes de la justice qui ont été menées ont été jugées insuffisantes. Elles n'ont juste servi qu'à colmater quelques brèches. Alors, quelle réforme de la justice faut-il faire après cette concertation? Alors, des propositions sont faites par ces états généraux. D'abord, il s'agit de vraiment clarifier les missions de la justice et le rôle du juge dans la société. Ensuite, il faut renforcer les moyens des tribunaux de première instance pour qu'ils redeviennent vraiment le lieu où la justice est rendue. Et puis, est préconisée une augmentation drastique des effectifs dans le monde judiciaire. Par exemple, il manquerait 1500 magistrats du siège pour que les tribunaux fonctionnent correctement. Et puis, le rapport de ces états généraux de la justice propose également d'ouvrir davantage le monde judiciaire à la société civile, car il y a aussi un problème de méconnaissance de la part des citoyens de cette institution judiciaire. Philippe Bonnecarrère, pour vous, ces états généraux de la justice, ils étaient utiles, car ça fait des années qu'on parle de la crise de la justice française. Alors d'abord, ils ont été demandés, puisqu'ils font suite à une crise sévère dans laquelle de nombreux magistrats ont exprimé par voie de pétition, avec des mots extrêmement forts, leur malaise. Ces états généraux ont été eux-mêmes souhaités par les plus hauts magistrats. Sur les éléments que vous venez de nous présenter, c'est-à-dire les causes du malaise de la justice, je crois qu'il y a aussi un certain consensus. Je pense que vos téléspectateurs ont compris que les causes du malaise de la justice étaient nombreuses, que les solutions seraient à trouver. C'est toute la difficulté, à la fois globalement, on parle d'une crise dite systémique, et en même temps les propositions qui sont émises par ces états généraux sont souvent sectorielles. Pour dire les choses autrement, je crois que la justice a effectivement un problème de positionnement dans notre société. Il y a une défiance de nos concitoyens vis-à-vis de la justice et paradoxalement une extrême confiance vis-à-vis du juge. C'est un monde qui est confronté à des réformes permanentes et qui a surtout des difficultés organisationnelles propres. Le ministère de la Justice n'est pas connu comme celui qui a la meilleure expertise en matière de ressources humaines. Les systèmes informatiques du ministère de la Justice sont depuis très longtemps une catastrophe. Et je pense que la justice ira beaucoup mieux si, avant de se lancer dans des nouveaux textes, avant de se lancer dans des lois dites d'émotion, avant de se lancer dans des énièmes réformes, la justice déjà sait améliorer sa politique de ressources humaines, mieux gérer ses magistrats, mieux gérer ses greffiers en fonction de leurs compétences et mettre en œuvre des méthodes de travail modernes. Curieusement, je ne dirais pas ça de tous les ministères, mais pour le ministère de la Justice, le chantier numérique, le chantier informatique, le chantier des moyens de travail mis à disposition des gens, finalement l'efficacité de leur travail, il me paraît tout à fait stratégique. Donc pour vous, c'est un enjeu avant tout d'organisation, de meilleure gestion, mais est-ce que aussi c'est un enjeu budgétaire? Comment vous jugez le bilan d'Emmanuel Macron sur ce point, qui a déjà augmenté le budget de la justice dans le premier quinquennat? C'est tout. Il est clair que le budget de la justice a été fortement augmenté sur ces 3 dernières années, que l'on vient effectivement de loin, mais vous pouvez augmenter les moyens financiers si vous n'avez pas derrière le pilotage, si vous n'avez pas derrière une qualité de management, tout simplement une qualité de gestion des ressources humaines, et si vous n'avez pas les outils, les méthodes pour mettre en œuvre, pour assurer la continuité par exemple des chaînes civiles
ou pénale, vous n'allez pas avoir le retour de vos moyens financiers. Donc il y a une chance qui est donnée effectivement à la justice en lui donnant plus de moyens, mais il y a un immense chantier interne d'organisation, d'efficacité. Après, ça veut dire que ce n'est pas qu'une question de moyens aujourd'hui, le chantier de la justice. Ce n'est pas qu'une question. Il faut tout remettre à plat. Alors, ce que vous dit le rapport, c'est qu'il faut tout remettre à plat. Ceci étant, l'expérience montre qu'il faut se méfier de ce genre de déclaration. Parce que quand vous dites qu'il faut tout remettre à plat, ça veut dire à l'inverse qu'il faut tout remettre en ordre. Et quand il faut tout remettre en ordre, ça veut dire qu'il faut attendre la grande réforme générale qui serait censée tout traiter. Ce genre d'exercice, quand on recherche la perfection, ce qui est très bien, on se trouve dans des situations qui deviennent de très long terme pour arriver à trouver, à tout régler en même temps. Donc le sujet, à mon avis, de la suite des États généraux de la justice, c'est par quel bout prendre le sujet, quelle priorité prendre. C'est à mon avis un questionnement pour le garde des Sceaux, c'est aussi un questionnement pour le Parlement. Quelle est la priorité qu'on doit mettre en ordre ? C'est quoi pour vous, la priorité numéro 1 ? Alors après les questions internes, je ne reviens pas, ressources humaines, informatique, je répondrai un peu à rebours de l'opinion publique à une vision de la justice généralement centrée sur ce qui se voit le plus, l'aspect pénal. Pour moi, la difficulté de la justice, c'est le civil et la justice du quotidien. C'est là où, à mon avis, elle doit porter son effort. Donc au final, Philippe Bonnecarrère, vous n'attendez pas une énième grande réforme de la justice de la part d'Emmanuel Macron et d'Éric Dupond-Moretti ? Mais je pense qu'on l'attendrait volontiers. Simplement, je n'y crois pas. Et je pense que ça serait du rêve. C'est un monde qui a été saturé de réformes. Donc que vous appeliez ça une petite réforme, une moyenne réforme, une grande réforme, ceci sera certainement vécu comme un élément de déséquilibre supplémentaire. Je pense qu'il faut effectivement réformer le système, mais il ne faut pas attendre des réformes pour d'abord gérer ce qui doit être fait, c'est-à-dire l'interne, l'organisationnel, le management. Voilà. Des réformes, oui, mais elles ne sont pas en but en elles-mêmes. C'est d'abord la structure qui doit trouver un petit peu plus d'efficacité et un peu plus aussi de respect vis-à-vis des gens qui la font fonctionner et de ceux qui font appel à elle. Mais quand Éric Dupond-Moretti dit « j'ai réparé l'urgence, la justice va désormais plus vite, travaille mieux et s'est rapprochée des Français », il a raison pour vous ? Je pense qu'il a le sentiment d'avoir agi en ce sens. Je crois que je crois que dans la réalité, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Un mot sur les places de prison, hein, ça fait aussi partie des priorités du gouvernement. Le plan en construction, 15 000 places de prison, c'est suffisant pour vous ? Et surtout, c'est la bonne direction ? Alors, je crois que c'est le paradoxe de la société. La justice est considérée comme laxiste. En réalité, elle n'a probablement jamais prononcé des sanctions aussi répressives et autant de peines d'emprisonnement. Ce qui veut dire que plus on crée de places en prison, bien plus on a de prisonniers à devoir gérer. Donc c'est une course qui n'est pas forcément très raisonnable. Je crois aussi que la prison, quels que soient les efforts, n'est peut-être pas le lieu le plus favorable de réinsertion, même si on peut le regretter. Donc ça veut dire qu'il faut développer les peines alternatives plutôt que de construire des places de prison pour vous ? Je pense qu'il faut faire l'un et l'autre. Je pense qu'il faut continuer à construire des places de prison. Je crois qu'il faut regarder les réalités de la société, mais qu'effectivement, la réduction ou la suppression des petites peines est un élément raisonnable. Et c'est tout le paradoxe, encore une fois, de la réponse pénale actuelle. Il y a beaucoup de pénal dans la société. Des éléments répressifs qui sont intenses, ce que je ne discute pas et ne conteste pas, mais qu'il faut là aussi utiliser avec pertinence. Et sur les petites peines d'emprisonnement, je crois qu'il y a aussi un accord général pour essayer de les réduire, ou du moins de ne pas les réaliser sous cette forme. Merci Alex, à tout à l'heure. Merci, oui. Tout autre sujet, on On parlera de l'hôpital et des déserts médicaux. Ouais, on verra ça évidemment dans une demi-heure. À tout à l'heure Alex. Un mot sur une réforme qui cristallise les tensions, c'est la réforme des retraites. Les concertations débutent demain autour d'Olivier Dussopt, demain après-midi, avec les syndicats, le patronat. Il va leur présenter la méthode, le calendrier. Est-ce que pour vous, ces concertations sont utiles ? Est-ce que c'est une réforme que vous pourriez soutenir, cette réforme des retraites ? Alors, est-ce que les conversations sont utiles ? Probablement oui. C'est un sujet qui est débattu depuis longtemps, qui a besoin... Sachant que les syndicats disent oui, on ira dialoguer, mais on ne changera pas d'avis, on s'opposera au recul de l'âge de départ.
on peut peut-être le regretter. Je pense quand même qu'un peu de co-responsabilité sur ce sujet serait pas inutile. Quand vous me dites si c'est une réforme que je serais, à titre personnel ou avec mes collègues centriles, susceptibles de reprendre. Je crois que le président Larcher a exprimé très clairement notre opinion là-dessus. Nous savons qu'avec l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens, et c'est quelque chose de fort heureux pour nous tous, les retraites sont payées pendant plus longtemps. Donc forcément, il y a un sujet sur leur financement. Il y a, à partir du moment où la société française ne veut pas prévoir plus d'impôts ou plus de cotisations, plus précisément, et qu'à l'inverse, personne ne veut une diminution du montant des pensions. Il y a au contraire une aspiration à voir les pensions de retraite suivre le régime de l'inflation. Il n'y a pas d'autre solution que soit de jouer sur la durée de la retraite, soit, à mon avis, plus sagement, sur le nombre de trimestres à réaliser, sous réserve, effectivement, de faire attention aux carrières dites longues, de tenir compte des éléments Mais vous dites qu'il vaut mieux allonger la durée de cotisation plutôt que de repousser l'âge de départ, à choisir. À mon avis, oui. Ce qu'il faut, au bout du bout, il y a ce que l'on appelle un modèle français, un modèle social français, qui est extrêmement lourd financièrement, qui est très protecteur. Notre système de sécurité sociale, notre régime de retraite est très large. Il faut qu'il soit soutenable. Et pour moi, une réforme des retraites n'a de sens que si, en parallèle, notre société continue à se projeter dans une logique de croissance. Là où j'aurais tendance à m'exprimer avec peut-être un peu plus de virulence, ça serait de pouvoir imaginer que dans notre pays, on soit capable de soutenir un modèle social très favorable dans lequel la situation des retraites serait absolument préservée et avoir en même temps un régime de décroissance. Exprimé autrement, la réforme des retraites sera d'autant plus facile à être intégrée dans notre système que parallèlement, notre économie sera en croissance. Il faut qu'il y ait les deux. On va aller voir l'actualité dans votre département du Tarn, dans votre région d'Occitanie, avec Éric Berger, qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Éric, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi. Éric, à la une de la Dépêche du Midi, les stations Total dévalisées. Oui, bonjour. En effet, on s'est intéressé à ce phénomène, à cette ruée sur les stations-service Total depuis le 1er septembre et cela ne se dément pas. En effet, je rappelle que depuis le mois dernier, le 1er septembre, le gouvernement propose une ristourne de 30 centimes sur le litre de carburant et que le groupe Total a décidé d'ajouter une ristourne supplémentaire de 20 centimes, ce qui fait 50 centimes par litre. Total est aujourd'hui l'enseigne qui propose le prix d'essence le moins cher en France, moins cher que les grandes surfaces. Résultat, c'est une véritable ruée sur les 3500 stations de ce réseau, du géant pétrolier français, qui parle d'une hausse de clientèle et de fréquentation de près de 30%, ce qui provoque des pénuries, comme on a pu le constater du reste au fil de ce dossier dans notre reportage fait hier du côté d'Albi. Plusieurs stations-service hier matin étaient hors service, attendaient d'être réapprovisionnées. Un gérant nous a parlé de plus 60% de fréquentation et cela devrait durer encore un petit moment puisque la ristourne du gouvernement de 30 centimes va durer jusqu'à la fin du mois d'octobre. Cette ristourne passera de 30 à 10 centimes à partir du mois de novembre jusqu'à la fin de l'année. Toujours est-il qu'il y a des pénuries. On a vu que des automobilistes étaient très frustrés, devaient faire le tour de plusieurs stations-service avant de trouver de quoi s'approvisionner. Et ce qui aggrave un petit peu la situation, c'est qu'il y a en plus actuellement une grève dans 3 des 5 dépôts de carburant raffineries du groupe Total. En tout cas, c'est un vrai phénomène qui touche Toulouse. On a pu le voir. Souvent, le week-end, les stations-service sont complètement à sec, mais qui touche aussi l'ensemble des départements et sur le département du Tarn, comme on a pu le constater dans notre reportage. Alors peut-être une question pour votre invité que je salue.
Une question au sénateur du Tarn. Est-ce que le gouvernement a eu raison de mettre la main au porte-monnaie et de proposer ce rabais? Est-ce que vous regrettez que celui-ci ne dure que 2 mois? Et puis de manière un peu plus générale par rapport à la hausse du prix de l'énergie, est-ce que le gouvernement en fait-il assez, notamment pour le bouclier tarifaire, puisqu'on parle au début de l'année 2023 d'une hausse de 15% des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité? Bonjour d'abord, Monsieur Berger, ça fait beaucoup de sujets, me semble-t-il. Je commencerai par votre sujet du jour et ce constat effectivement étonnant de voir nos concitoyens se précipiter sur les stations-service Total. Alors, on peut le voir de manière un peu ironique en disant que ce sont des phénomènes de foule qui ne sont pas totalement raisonnables, mais en même temps, ou parallèlement, plus exactement, force est de reconnaître que la question du pouvoir d'achat est une question vitale pour nos concitoyens, que beaucoup de nos concitoyens peuvent légitimement estimer être mis en difficulté par l'augmentation des prix de l'énergie. Je crois qu'il y a une inquiétude considérable à cet égard dans la société, et à ce titre, je comprends que nos concitoyens essaient d'aller vers les stations-service les moins chères. Après, je pense que Total se fera en sorte de réapprovisionner rapidement, mais je comprends que vous ayez mis en exergue ce sujet. J'élargirai de 2 manières. Premièrement, sur la question de l'automobile et ensuite sur la question du bouclier prix-énergie. D'abord sur l'automobile. Si il y a un tel empressement, s'il y a tel phénomène de foule, c'est quand même que l'automobile, c'est un énorme sujet pour nos concitoyens. Pour ma génération, qui a vu la démocratisation de la voiture, qui a vu les voitures arriver dans tous les foyers, voire 2 par foyer, voir la voiture devenir une sorte d'objet de luxe par son prix est quelque chose de difficilement compréhensible et dont je crains qu'elle ne soit vécue par nos concitoyens comme un élément, je dirais, participant du déclassement des catégories moyennes. En d'autres termes, j'exprime vraiment un sentiment d'alerte sur cette évolution vers la montée en gamme des véhicules, en tout cas l'augmentation de leur prix. Sur la question... Oui, pardon. Oui, non, mais parce qu'après, il a encore un autre sujet, Eric. Il va falloir aller juste un tout petit peu plus vite. Dernière réponse à Philippe Bonnecarrère. Sur la question du bouclier tarifaire, nos concitoyens, à titre privé, estiment à juste titre qu'ils doivent être protégés. Les entreprises expliquent qu'elles ont un problème énorme avec l'augmentation des prix de l'énergie et un problème de compétitivité. Mes collègues des collectivités locales vous diront les mêmes choses. L'État ne pourra pas, à lui seul, financer par l'impôt, par la dette, parce que c'est ça la réalité, financer par la dette le fait de limiter les hausses de prix. Il le fait dans l'urgence, il le ferait à titre partiel pour effectivement éviter une situation de crise. Nous sommes sur un rythme qui doit être de l'ordre de 4 milliards d'euros par mois pour les finances publiques. C'est un système qui n'est pas tenable dans la durée. Éric, un autre sujet, rapidement, le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse. En effet, qui est attendu, le sénateur le sait, depuis très très longtemps, depuis des décennies, dans le sud du département du Tarn. Or, le Conseil national de protection de l'environnement, le CNPE, a émis un avis défavorable tout récemment, estimant que ce projet était en contradiction avec les priorités nationales de lutte contre le réchauffement climatique. Alors, il y a une quasi-unanimité des élus tarnais en faveur de ce projet d'autoroute qui est attendu depuis très longtemps. Castres est une des dernières agglomérations de la région Occitanie à être enclavée, à ne pas disposer de 2 fois 2 voies aménagées. Je rappelle que les travaux doivent démarrer en 2023 pour une mise en service en 2025. Alors ma question est toute simple. Est-ce que vous êtes favorable à ce projet? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une contradiction soulignée par ce Conseil national entre les objectifs effectivement de lutte pour l'environnement, contre le réchauffement, et puis de voir se développer ce projet autoroutier? Alors je suis favorable à la réalisation de cette autoroute. Le territoire ne s'est jamais vu proposer d'alternative, donc c'est la seule solution qui est aujourd'hui disponible et j'en souhaite sa réalisation. Est-ce que l'avis négatif du comité du Conseil
aura un impact. Je pense qu'il faut entendre ces éléments et que le projet est susceptible d'être amélioré. Je pense qu'il y a une idée qui est bien admise dans la société. Éviter, réduire, compenser. Eh bien, il faut qu'en termes, par exemple, de biodiversité, ce projet aille jusqu'au bout des possibilités d'évitement, de réduction et de compensation. Ceci acquis, les engagements qui ont été pris par l'État me paraissent de bonne qualité et je souhaite la réalisation. J'en souhaite d'autant plus la réalisation qu'il y a les besoins économiques et sociaux du territoire, mais que plus généralement, ce que l'on appelle la transition écologique ou la transition énergétique, les deux finissent maintenant par se confondre. Cette évolution que chacun d'entre nous attend, parce qu'on voit bien qu'il y a des sujets climatiques évidents, derrière, ce sont d'énormes investissements pour la société française. Ce sont donc des dépenses très importantes. La société française ne pourra financer cet effort de transition écologique que si elle connaît la croissance. La décroissance et la transition écologique, pour moi, c'est la catastrophe assurée. Il faut qu'il y ait une croissance économique, il faut que nous continuions à progresser en termes d'innovation et sur le plan scientifique pour avoir les moyens de mener cette transition écologique. Donc je ne vois pas de contradiction. Merci Philippe Bonnecarrère, merci beaucoup et merci Éric Berger, la une de la Dépêche. On la remontre, Station Total, c'est toujours la ruée, c'est à la une de votre journal. Merci Éric Berger, merci Philippe Bonnecarrère d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes.